Bonsoir, ici Raymond Saint-Pierre. Bienvenue au Point. Quand on écrira l'histoire du 20e siècle, on devra retenir dans la liste de ceux qui ont changé le monde le nom d'Henry Kissinger. Il n'a jamais été chef d'État, il n'a même jamais été élu à quelque poste que ce soit, et pourtant, il a marqué notre époque. De 1969 à 1977, Henry Kissinger a été le cerveau, le penseur qui a élaboré la politique étrangère américaine. Il fut conseiller puis secrétaire d'État du président Richard Nixon. Ensemble, ils ont fait les premiers pas d'une longue marche qui devait mener à la fin de la guerre froide avec l'URSS. Ils ont renoué avec la Chine. Ensemble, ils furent aussi les hommes les plus controversés et contestés de leur époque. Avant eux, la politique étrangère des États-Unis reposait sur des idéaux, soit la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, et un anticommunisme primaire. Pour Kissinger, ce qui importait d'abord et avant tout, c'était la raison d'État. Il pouvait approuver les bombardements des populations civiles au Vietnam ou au Cambodge, tout en négociant le retrait des Américains de Saïgon. En 1973, Kissinger et le duc Tho remportaient le prix Nobel de la paix pour avoir négocié la fin de la guerre au Vietnam. Tout était possible pour défendre les intérêts des États-Unis dans le monde. Si on ouvre la porte à la Chine, c'est pour contrebalancer l'influence de l'Union soviétique dans le monde. On peut aussi avoir une politique de détente avec l'URSS, mais c'est pour mieux réduire son influence au Proche-Orient et dans le tiers-monde. L'appui américain pour Israël demeure inconditionnel, mais on amorce aussi un rapprochement avec Anwar el-Sadat pour mieux diviser le monde arabe. Aujourd'hui, Henry Kissinger a 73 ans. Il est encore un des hommes les plus écoutés dans les milieux diplomatiques et chez les hommes d'affaires. Il est aussi encore très controversé, son passé le poursuit et il compte de nombreux ennemis. Je l'ai rencontré lors de son passage à la conférence de Montréal il y a 2 semaines. Monsieur Kissinger, bonsoir. Monsieur Kissinger, le monde a changé de façon radicale au cours des dernières années. On n'a plus 2 superpuissances qui se font face, là, en chien de faïence, qui se considèrent une l'autre comme une menace. La guerre contre le communisme, en fait, a été gagnée d'une façon. Qu'est-ce que vous considérez maintenant que pourraient être les prochaines menaces pour les États-Unis, les prochains lieux de désordre ou de tension dans le monde? Well, I don't think it's the same situation as during the Cold War. Je ne pense pas que la situation soit similaire à celle de la guerre froide. Pendant la guerre froide, on craignait constamment qu'une victoire des Soviétiques ne signifie une défaite absolue pour les États-Unis. Nous n'avons plus d'ennemis clairement identifiés. Ce que j'entrevois, c'est une succession de crises localisées, comme en Bosnie, dans le Caucase, peut-être au Moyen-Orient. Mais je ne vois pas de situation explosive unique. Bon, il n'y a pas de menace, donc. Mais alors, comment, comme président des États-Unis, vous vous préparez à l'avenir? C'est une très bonne question. Je pense qu'on se prépare à l'avenir en tenant compte des tendances à long terme, pas des crises ponctuelles. Comment envisageons-nous l'avenir de la Russie, de la Chine? Et comment pouvons-nous les influencer de manière à avoir de meilleures relations, plus responsables? C'est plus difficile à réaliser. Lors de la crise de Berlin, on ne se posait pas de questions quant aux enjeux. Mais ce n'est pas le cas actuellement avec ces conflits qui n'en finissent pas. Les États-Unis, au cours des dernières années, ont été impliqués beaucoup dans des opérations multinationales, ou aux côtés de l'ONU, ou partiellement aux côtés de l'ONU, par exemple la guerre du Golfe, en Bosnie, en Haïti. Est-ce que c'est la voie du futur, ça? Est-ce que c'est la façon à l'avenir pour les États-Unis de défendre leurs intérêts? Ce serait justement d'essayer de toujours bâtir comme ça des consensus dans la communauté internationale. Il y a plusieurs genres d'opérations des Nations Unies. Dans le cas d'Haïti, je considère que ça a été une opération purement américaine. Aucun autre pays n'avait d'intérêt véritable à Haïti, et les pays qui nous ont appuyés l'ont fait pour être bien cotés à Washington. Personne n'avait d'intérêt véritable à Haïti. En fait, je ne pense pas que nous ayons d'intérêt véritable à Haïti. C'est plutôt un problème de politique interne américaine que de politique étrangère. Dans le cas du Golfe Persique, nous avons stipulé clairement que nous allions intervenir indépendamment si l'ONU ne nous appuyait pas. Et une fois de plus, pour les autres pays des Nations Unies, ça a été un moyen d'exercer une certaine influence sur nous et aussi d'exprimer leur désapprobation morale devant l'annexion pure et simple d'un pays, ce qu'avait fait Saddam Hussein. Quant aux véritables opérations des Nations Unies, celles où l'ONU a vraiment dirigé les opérations, comme en Somalie ou les premières interventions en Bosnie, je fais alors une distinction entre le maintien de la paix et la réalisation de la paix.
On parle de maintien de la paix lorsque les deux parties sont déjà convenues de faire la paix. Les Nations Unies peuvent alors jouer un rôle, et souvent de manière efficace. Dans le cas de la réalisation de la paix, où il faut convaincre les belligérants de s'entendre contre leur gré, c'est beaucoup plus difficile. Et le rôle des Nations Unies est beaucoup plus problématique dans ce cas-là. Mais est-ce que les États-Unis alors doivent augmenter leur coopération avec l'ONU? Est-ce que c'est la voie de l'avenir, ça? Plus de présence de l'ONU en politique étrangère américaine? Il y a eu des hauts et des bas. Pour certains, les Nations Unies sont une sorte de gouvernement mondial. Ce groupe diminue. Il a été important, mais il s'effrite. Il y en a d'autres qui détestent les Nations Unies, qui disent que c'est une invasion de la souveraineté américaine et qu'on ne devrait rien avoir à faire avec les Nations Unies. Je pense que la véritable utilité des Nations Unies pour les États-Unis concerne un certain nombre de problèmes socio-économiques et humains dans le monde, comme les réfugiés et certains genres de développement qui se transigent mieux sur une base multilatérale. Pour cela, les États-Unis sont une excellente plateforme. Deuxièmement, en tant que forum pour les négociations et discussions, les Nations Unies sont très bien. Après tout, si les États-Unis voulaient parler à l'Iran, ce serait très difficile de le faire directement. Mais les Nations Unies sont un bon endroit pour ces discussions informelles, ou à propos de Cuba, sans engendrer ce sensationnalisme que l'on retrouverait ailleurs. Troisièmement, comme à Chypre, sur le plateau du Golan ou le Sinaï, lorsque les deux parties ont statué qu'elles souhaitaient la paix, les Nations Unies peuvent vérifier que les conditions sont bien respectées. Dans tout cela, les Nations Unies peuvent jouer un rôle important et je crois que cela devrait faire partie de la politique extérieure des États-Unis. Mais en ce qui concerne la Bosnie, où les groupes ethniques s'affrontent depuis des temps immémoriaux, la situation est différente et je ne pense pas que les Nations Unies puissent imposer leur volonté. Car les Nations Unies devraient alors mettre sur pied des contingents provenant de régions très différentes, les placer sous une sorte de commandement, alors qu'ils ne sont pas habitués de travailler ensemble. Dans ce cas, je ne suis pas étonné que l'OTAN se soit avérée plus efficace que les Nations Unies. So there, I'm not surprised that NATO turned out to be more useful than the UN. Les États-Unis ont toujours défendu des idéaux dans le monde de la démocratie, défense des droits de l'homme. Ils ont aussi défendu leurs intérêts. Dans le cas de la Chine, par exemple, qu'est-ce qui est la priorité? Est-ce que les États-Unis doivent forcer la Chine à progresser dans le domaine des droits de l'homme ou est-ce que les États-Unis doivent d'abord défendre leurs intérêts économiques, stratégiques avec la Chine? Well, it depends how you define human rights. Cela dépend de la définition qu'on donne aux droits de la personne. Que les États-Unis fassent connaître leurs préférences, c'est tout à fait approprié. Tous les pays ont ce droit. La véritable question consiste à déterminer s'il faut pénaliser la Chine si elle viole notre définition des droits de la personne et si nous devons le faire de manière directe et ouverte. Dans le cadre de leurs relations avec la Chine, il y a de nombreux points sur lesquels les États-Unis ont un certain pouvoir discrétionnaire. Ces décisions sont strictement d'ordre administratif. Et nous pouvons laisser clairement entendre que nous aurons tendance à plus de générosité dans ces domaines si la situation s'améliore au chapitre des droits de la personne. Mais je crois aussi que nous avons des intérêts nationaux fondamentaux que nous ne devons pas subordonner au respect des droits de la personne par la Chine. Chaque fois que nous avons exercé des pressions de manière explicite, en Chine comme en Russie, cela s'est retourné contre nous et nous n'avons pas atteint notre objectif. Vous ne croyez pas que les Chinois commencent à être exaspérés par ces demandes incessantes là, des États-Unis de modifier leurs questions, leurs problèmes des droits de l'homme? Pour les Chinois, cela a une connotation différente. D'abord, les Chinois n'acceptent pas cette idée selon laquelle notre moralité serait supérieure à la leur. Même les Chinois qui n'aiment pas leur gouvernement n'apprécient pas que les États-Unis leur fassent la leçon, car ils ont 5 millénaires d'histoire derrière eux et ils ont leur fierté. Deuxièmement, aux yeux des Chinois, cela s'apparente fortement au colonialisme. Rappelez-vous qu'au cours des 150 dernières années, les relations entre la Chine et l'Occident n'ont pas été particulièrement bienveillantes. Les Britanniques ont mené 2 guerres contre les Chinois pour les forcer à fumer de l'opium. Ce n'est certes pas une des pages les plus glorieuses de l'histoire européenne.
glorious part in European history. Parlons de la Russie maintenant. Est-ce que la Russie peut revenir en arrière? Est-ce que les Russes peuvent essayer de reconstruire l'URSS numéro 2, donc de devenir encore expansionniste? Well, I think that the Russian foreign policy Je pense que la now politique extérieure actuelle de la Russie vise à restaurer le vieil empire soviétique, ou le vieil empire russe, si vous voulez. Il parle sans cesse de frontières stratégiques, de l'indépendance relative des États de la communauté, et je ne connais aucun Russe qui accepte l'indépendance de l'Ukraine. Cela se comprend en partie, étant donné que la religion orthodoxe russe émane de Kiev. En tout cas, ils ont beaucoup de difficultés à considérer ces États comme indépendants et égaux. J'y vois le plus grand défi au système international. They find it very difficult to treat those countries as independent and as equal. And I think this is their greatest challenge to the international system. Bon, alors, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un danger? It's not a danger the way, Ce n'est pas un danger comparable à celui de la Russie nucléaire des années 60 et 70, mais c'est un danger du fait que cela pourrait déstabiliser tous les pays autour de la Russie. all the nations around Russia. Parlons du Proche-Orient maintenant. Il y a eu une élection aussi en Israël récemment. Est-ce qu'une seule élection peut dérailler tout le processus de paix? Est-ce qu'Israël peut se retrouver encore une fois entouré par des voisins arabes hostiles? Well, I think that the actual Je pense que les choices choix réels d'un pays en matière de politique étrangère sont très limités. Ils sont dictés par la géographie, l'histoire et l'environnement. Je pense que l'une des plus grandes réussites d'Israël dans le processus de paix a été de se départir de son statut de paria et que nombre croissant de pays dans le monde reconnaissent maintenant Israël, qu'il ait des relations diplomatiques avec tous ses voisins ou presque. and recognize it, and that it has some sort of diplomatic relations with all of its neighbors, or practically all of its neighbors. That's an event of the last 10 years. I don't think Netanyahu Je ne can pense pas que possibly Netanyahou move soit that. prêt à laisser tomber cela. Il va adopter d'autres tactiques, mais il va devoir veiller à ce que le processus de paix continue. He will have to see to it that the peace process continues. Alors, vous ne croyez pas que, par exemple, Hezbollah, des actes terroristes, pourraient amener Netanyahou ou la droite israélienne à paralyser le processus de paix? No, I think he would be unwise. Non, je pense qu'il ne serait pas sage de sa part de laisser cela se produire, car le Hezbollah s'adresse aussi aux Arabes plus modérés. Il doit décider du plan d'action à suivre si tous les pays arabes décident de rompre leurs relations diplomatiques avec Israël. Si l'on revient à la situation des années 70, qu'est-ce qui va advenir d'Israël? Where will Israel be then? Isolé. Isolated and under pressure. Isolé, sous pression et en cas de conflit, sans alliés véritables. Je ne crois pas que l'Europe va le soutenir. Et il est pénible pour les États-Unis de devoir le soutenir à quelques années d'intervalle face à une autre crise. Monsieur Kissinger, nous allons faire une pause. Tout de suite après, nous allons parler de notre hémisphère, l'Amérique. Nous revenons maintenant à cette entrevue que nous accorde M. Henry Kissinger. M. Kissinger, nous revenons donc à notre hémisphère maintenant, l'Amérique. L'Amérique n'a jamais toléré une incursion du communisme dans cette partie du monde, dans notre hémisphère. Il y a eu le problème de Cuba, qui dure depuis longtemps. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour la Maison-Blanche de faire un grand geste, de s'ouvrir à Cuba, qui est isolé maintenant? Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un peu comme vous avez fait à l'époque avec la Chine, de faire un pas, d'aller vers Cuba? When we did it with China, we had a lot to gain from China. Nous avions beaucoup à gagner à nous réconcilier avec la Chine, mais nous n'avons rien à gagner de la part de Cuba. Il n'y a rien que Cuba puisse faire pour les États-Unis. En outre, l'ouverture avec la Chine s'est faite malgré une certaine opposition au pays. La plupart de ceux qui s'intéressent vivement à Cuba sont surtout des Américains d'origine cubaine qui ont des opinions très passionnées et qui ont maintenant passablement d'influence politique. Mais d'un point de vue strictement politique, aucun chef politique n'a grand-chose à gagner à faire quoi que ce soit à propos de Cuba. Ça pourrait quand même améliorer les relations américaines avec le reste de l'Amérique latine. Yeah, but politicians, they don't vote. Oui, mais les latino-américains ne votent pas aux élections américaines. Peut-être verra-t-on la situation d'un autre œil l'année prochaine, mais actuellement, ce n'est pas du tout possible. M. Kissinger, on va parler d'un autre pays de notre hémisphère, il s'appelle le Canada.
C'est quand même la plus grande frontière commune non protégée au monde. Le Canada est le principal partenaire commercial des États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le débat interne politique canadien qui pourrait être vu comme une menace, comme un danger pour les États-Unis? No, I don't see any threat to US interests. Of course, if Quebec were to make Non, je n'y vois aucune menace. Bien sûr, si le Québec accède à l'indépendance, les Américains devront faire face à une nouvelle réalité. Mais je ne dis pas que c'est une menace aux intérêts américains dans un cas comme dans l'autre. De manière fondamentale, nous ne percevons pas le Canada comme une menace à nos intérêts nationaux. Est-ce que vous considérez la montée des nationalismes dans le monde comme une menace possible ou comme un phénomène temporaire qui passe? Well, it depends usually in areas where there have been colonial. Cela se produit généralement dans les régions où il y a eu des empires coloniaux. La Yougoslavie a été divisée entre l'Empire ottoman et l'Empire Habsbourg. De nombreux groupes ethniques ont alors été réunis. Fait intéressant, dans de telles situations, lorsque les groupes ethniques concurrentiels doivent tous se soumettre aux mêmes étrangers, ils peuvent coexister. Mais dès que l'un de ces groupes tente de dominer les autres, alors c'est la pagaille. All hell breaks loose. Then you look at the Caucasus. Dans le Caucase et le sud de l'Union soviétique, la situation est très similaire à celle de la Yougoslavie. Ces populations ont été soumises à une domination étrangère. Elles sont maintenant indépendantes, mais à l'intérieur de leurs frontières, il y a plusieurs groupes ethniques. Je ne pense pas que ce soit du nationalisme selon l'ancienne définition. C'est une nouvelle forme de rivalité ethnique. Bon, vous avez vécu en Europe. Vous êtes venu d'Europe, mais avant la guerre. Vous avez vécu ce phénomène-là du nationalisme. Est-ce que vous considérez que le nationalisme, c'est négatif? Non, pas en soi. Au XIXe siècle, lorsque le nationalisme a pris naissance, les théoriciens ont affirmé que si tous les pays étaient autonomes, si toutes les populations qui parlent la même langue en Europe étaient réunies, alors elles n'auraient plus aucune raison de s'opprimer les unes les autres, car elles avaient connu l'oppression. Elles n'opprimeraient donc pas les autres. Or, cela ne s'est pas avéré dans le cas des Russes et des Allemands. Mais je ne vois aucune raison qui empêche les nationalités des divers pays de coopérer entre elles. Monsieur Kissinger, comment vous voyez votre avenir dans les prochaines années? Non, je n'ai aucune intention de revenir au gouvernement. Pourquoi? D'abord, parce qu'une nouvelle génération est en place, et deuxièmement, parce que c'est très mesquin maintenant. Je n'ai donc pas l'intention de revenir au gouvernement. En fait, vous blâmez les médias, vous leur reprochez de décourager des hommes de valeur de se lancer en politique, d'aller au gouvernement. Je pense que les médias sont en quête de sensations. Les journalistes ne s'appliquent plus à rapporter la vérité, mais à provoquer la nouvelle. Ils tentent de créer des situations qui vont engendrer des nouvelles. Et c'est très éprouvant. Mais vous les avez utilisés, les médias, vous? Les médias veulent qu'on se serve d'eux. Ils vivent de reportages. Ils veulent donc qu'on leur donne quelque chose. Je n'ai jamais livré aux journalistes des renseignements secrets. J'ai tenté de leur expliquer ma pensée. Et les plus futés d'entre eux pouvaient alors déduire la portée de certains gestes. S'il y a un secret à voir dans mes relations avec les médias, il serait double. D'abord, je voyais les journalistes lorsque je n'avais pas besoin d'eux. Je n'allais pas les voir à la hâte lorsque j'étais en mauvaise posture pour leur demander de me parler. Je les voyais lorsque je n'avais pas d'ennui. Deuxièmement, je leur livrais des informations conceptuelles et non des explications tactiques. Monsieur Kissinger, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.